Août 2018. Une grande réunion se tient dans le centre de la France. Elle accueille beaucoup de personnalités d'horizons différents. Leur point commun, faire partie de près ou de loin des Razounes, un mouvement marxo-capitaliste à tendance socio-gaucho-patriotico-nationaliste. Mais comment un tel mouvement a-t-il pu naître en plein milieu du XXe siècle ? Son succès, il le doit entièrement à ses deux membres fondateurs, François Sarrazin et Geneviève Priolet. Avril 1954, naissance de François Pascal Sarrazin à Gaillon, un trou normand dans une famille sans histoire. L'histoire, François va la marquer dès son enfance. À quelques mois seulement, François écope de 6 mois de prison dans un établissement pénitentiaire pour mineurs. Le motif ? Une erreur dans sa version du Notre Père pendant son cours de latin. C'est en passant la plupart de son temps à soulever de la fonte lors de son incarcération qu'il développe une musculature impressionnante. Musculature qu'il gardera jusqu'à ses 21 mois. Une fois sorti de prison, il décide de mettre à profit ses nombreux talents. Il devient entre autres le premier bébé à survivre à un cycle 100% coton. À 5 ans, sa rencontre avec David Copperfield le transforme et il décide d'entamer un cursus de BEP Magie au MIT, le Magic Institute of Toronto. Juin 1967. À la fin de sa 13e première année, le MIT vote à l'unanimité pour son renvoi. François n'est pas découragé et tente sa chance aux États-Unis afin de monter son entreprise et y faire fortune. Sans prendre le temps d'enlever son déguisement de la veille, il embarque sur un vol pour Los Angeles, mais à peine arrivé, les forces de police américaines le renvoient immédiatement dans son pays d'origine en charter, la Colombie. Saisissant chaque opportunité, il décide de se lancer alors dans une petite entreprise de fabrication de farine artisanale à base de plantes locales. Aficionado du déguisement, il impose rapidement à tous ses employés le port obligatoire de la moustache. Il finira par démissionner en laissant à la tête de son entreprise son ancien directeur commercial, Pablo Escobar. 15 juillet 1974. François a 20 ans et une crise de narcolepsie le laisse inactif pendant 13 minutes. Son cerveau ne s'en remet pas et laisse des séquelles conséquentes, ce qui ne l'empêchera pourtant pas de rester à jamais dans l'histoire des États-Unis d'Amérique, comme fondateur du mouvement des White Panthers, mouvement repris et adapté par des activistes noirs américains, caractérisé par le tristement célèbre poing en l'air. Août 1958. Quelques années auparavant, exactement 60 ans avant la grande réunion des Razounes, naissance de Geneviève Priolet, 4e du nom, à Paris. Cette jeune fille de bonne famille développe dès son plus jeune âge une pathologie mentale sévère. Elle est persuadée d'être la réincarnation de Brigitte Bardot, pourtant encore en vie. Un séjour en foyer de reconstruction personnelle, à l'âge de 18 ans, soignera en partie cette maladie. D'où lui vient cette pathologie ? Mystère. Certains historiens avancent l'hypothèse qu'une rencontre dans son enfance avec un grand barbu lui aurait perturbé l'esprit. D'autres affirment que c'est une commotion cérébrale causée par une chute de patin à roulettes qui en est la cause. Quoi qu'il en soit, Geneviève poursuit sa route. Amoureuse de liberté, elle quitte son foyer et part vivre dans une communauté hippie au fond de la forêt du Plessis-Saint-Antoine. Malgré des débuts enthousiastes, Geneviève réalise rapidement que cette vie n'est pas faite pour elle. Marche forcée dans la neige, travaux d'intérêt général sous un soleil de plomb. Le plus dur pour elle étant l'uniforme imposé par la communauté et dessiné par le grand Gucciot Gucci. À bout de force, après 2 jours atroces de cette vie insupportable, Geneviève plaque tout et se lance dans le cinéma. Grande actrice, son plus grand rôle reste le Dalai Lama dans 7 ans au Tibet. Même si on lui connaît quelques apparitions, notamment dans Les Bronzés font du ski ou Alerte à Malibu. Lasse des paparazzi qui la harcèlent et après un grave accident de pince à linge en septembre 1977, elle met un terme à sa carrière et part vivre sur une île au Pacifique au milieu d'un groupe de bonobos. 2 destins incroyables, 2 vies surprenantes. Et pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là.
Marqués chacun par des passés peu communs, Geneviève et François se rencontrent, et pour eux, c'est la révélation. Ils ont trouvé leur âme sœur, la seule autre personne au monde capable de comprendre leurs troubles et de les accepter. Ils célèbrent leur amour en réunissant leurs familles respectives, familles infiniment soulagées de les voir enfin prendre leur envol. Éperdument épris l'un de l'autre et enfin libres de laisser exprimer leurs plus fous instincts, ils profitent avec leurs amis d'une vie de bohème, bien loin des préoccupations du monde. Par moments, leur passé ressurgit, et Geneviève continue certaines pratiques bonobos, tandis que François se remémore les grands moments des White Panthers. Ah, l'amour de deux jeunes fous. Malheureusement, la vie rattrape rapidement nos tourtereaux. Geneviève est encore une fois frappée par une pathologie rare et sévère, une gonfléite abdominale aiguë. Face à cette attaque du destin, qui s'avéra ne durer que 9 mois, le couple décide de se ressaisir et de se poser. François trouve un emploi dans l'alimentation biologique équitable. Geneviève, quant à elle, fait les marchés pour vendre du poisson et les pulls en laine de soie sauvage tibétain qu'elle tricote à ses heures perdues. Alors qu'ils pensaient avoir trouvé leur voie, le sort s'acharne à nouveau. Geneviève est diagnostiquée de la même pathologie par 4 autres fois. Les factures médicales s'accumulent, et les gonfléites de Geneviève ont laissé des séquelles. 5 protubérances externes, certes magnifiques, mais qu'il faut nourrir. François et Geneviève sont donc obligés de mettre fin à leur activité pour se lancer dans des professions plus lucratives. François, féru de littérature et d'actualité, lance un journal provocateur et indépendant, le Razoun, véritable référence pour tous ses lecteurs. Il s'agit en réalité d'une confrérie, un réseau d'un nouveau genre dans lequel tous les membres ont des liens de sang. François et Geneviève, membres fondateurs, enrôlent leurs enfants dès le berceau, lesquels enrôleront à leur tour leurs partenaires et descendants. Une nouvelle puissance est en train de naître. Comment un si petit réseau a-t-il pu résister aux plus grandes cellules gouvernementales? La CIA, le Mossad, le MI6 ou encore le SSBL, service secret de la Bretagne libre, sont tous arrivés aux conclusions suivantes. Les Razouns sont de véritables professionnels et sont notamment capables de se déplacer par n'importe quel moyen, se faufilant ainsi parmi la foule. Ils seraient également dotés de connaissances pointues en sous-marin et armes de torture. Et autres techniques plus sulfureuses. Et enfin, leur technique de camouflage, une habileté indéniable pour se métamorphoser et s'infiltrer dans les milieux les plus obscurs. Peu à peu, la confrérie des Razouns prend de l'importance. Le nombre d'adhérents augmente de façon exponentielle et elle devient en quelques années la société secrète la plus connue de France, après le CTPRF, club très privé des roues de France. François et Geneviève risquent d'être repérés.
Il décide alors de partir à l'étranger et de faire profil bas pendant quelques années et se fondre dans la foule. Pourtant, après une vie trépidante de voyage autour du monde, le couple se fatigue et décide d'arrêter toute activité d'espionnage. Geneviève est victime d'une attaque surprise éclair d'un agent étranger qui diminuera considérablement son audition, tandis que François sera à nouveau frappé d'une narcolepsie aiguë. Les fondateurs des Razounes s'enterrent au fin fond de l'Auvergne, mais il se murmure dans les couloirs des plus grandes agences de renseignement qu'ils n'auraient pas vraiment mis fin à leurs activités et continueraient à tirer les ficelles de l'organisation en envoyant leurs enfants sur le terrain. Mythe ou réalité ? Il n'existe à ce jour aucune preuve confirmant ces rumeurs. 40 ans après sa création, la grande réunion de la confrérie Razoun, avec tous leurs anciens partenaires, laisse planer un doute. Que s'est-il passé ce 12 août 2018 ? Quelqu'un le saura-t-il un jour ? Pub. Karine, j'ai la dalle! Putain. Moi, quand je rentre du boulot et que j'ai un petit creux, mon numéro 5. Non, c'est vrai que c'est bon. Ah, c'est vrai que c'est bon.